Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la colonisation. Le deuxième thème du chapitre que nous faisons sur le 19e siècle. Et à nouveau, on va centrer notre étude sur l'Europe, mais évidemment avec une extension vers le reste du monde lorsque les Européens partent à la conquête de nouveaux continents. La colonisation n'est pas un phénomène entièrement nouveau, puisque les Européens ont déjà colonisé l'Amérique à partir du moment où elle a été découverte par Christophe Colomb, puis conquise par les conquistadors espagnols ou portugais d'abord, suite à quoi des explorateurs français, anglais ont poursuivi, et Magellan, en faisant le tour du monde, a aussi amené une route vers l'Asie du Sud-Est. On voit donc que la colonisation est déjà entamée au XIXe siècle. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, il faut se souvenir que nous sommes dans un chapitre où nous avons vu les transformations causées par la révolution industrielle. Désormais, l'Europe dispose d'un avantage technologique sur l'ensemble du monde, puisqu'elle est le seul continent au début du XIXe siècle à avoir entamé cette révolution industrielle. Avec la conquête de l'Afrique et d'une bonne partie de l'Asie, l'Europe va donc avoir finalement dirigé une grande partie des territoires du monde. En les dirigeant, elle ne va pas seulement y imposer un pouvoir politique, elle ne va pas simplement y imposer une domination militaire et économique, elle va aussi y jouer une influence culturelle considérable. Il suffit de regarder les langues qui sont aujourd'hui parlées dans le monde pour se rendre compte que cette colonisation a laissé des traces très importantes jusqu'à nos jours. De même, en termes de mouvement de population, cette période de la colonisation va amener de nombreux Européens à quitter leur pays pour s'installer aux États-Unis d'Amérique, en Australie, en Afrique du Sud, et puis pour la France, en Algérie. On a donc d'importants mouvements de population, plusieurs millions d'Européens qui vont quitter le continent pour s'installer partout dans le reste du monde. On peut ainsi considérer que même si l'Amérique obtient son indépendance entre la fin du XVIIIe et la toute fin du XIXe siècle, elle conservera comme langue majoritairement parlée l'espagnol, le portugais et l'anglais. On peut voir qu'en Asie, même si la Chine ne sera jamais colonisée entièrement par les pays européens, les empereurs chinois sont obligés de concéder des villes, comme Macao, Hong Kong, ou de faire des lois permettant l'entrée de marchandises européennes dans leur territoire, y compris à la demande des Anglais, le commerce de l'opium. Les quelques pays qui échappent à l'influence européenne sont soit des pays montagneux, difficiles d'accès, comme par exemple l'Afghanistan, soit l'exception du Japon, le seul pays à réussir son industrialisation sans être dominé par les Européens. Dans les sociétés colonisées, nous allons voir dans les exercices la question pour la France particulière de l'Algérie, la seule des colonies françaises qui soit une colonie dite de peuplement. Cela veut dire que dans la manière d'administrer cette colonie, dès le départ, les autorités françaises ont souhaité que s'y installe un grand nombre de colons venus de France. Dans les autres colonies, on a pu souvent se contenter d'échanges économiques, de récupérer les matières premières qui intéressaient, de percevoir des impôts sur les activités des habitants. En Algérie, au-delà de cela, il s'agit de chasser les populations de certains territoires pour y installer une population nouvelle, venue de métropoles. Les sociétés coloniales qui se forment de cette manière sont des sociétés extrêmement inégalitaires. En fonction de l'origine des personnes, on y joue un rôle complètement différent. Pas tout à fait comme dans l'Ancien Régime, où c'était à l'intérieur d'une population votre naissance dans telle ou telle famille qui déterminait votre droit. Désormais, vous avez des populations qui vont vivre sur un même territoire, mais qui vivent selon des règles complètement différentes. En Algérie, les colons dits français européens ont les pleins droits d'un citoyen français, tandis que les Algériens, dits français musulmans, n'ont les droits que de sujets de l'Empire de France. Ils ne sont pas pleinement citoyens, ils ne peuvent pas participer aux décisions importantes, et ils sont écartés de tous les postes à responsabilité. Les populations algériennes, donc appelées musulmanes, n'ont par exemple qu'un accès extrêmement réduit à l'école, et la plupart d'entre elles n'ont pas d'hôpitaux à proximité.
en fait, on a construit ces équipements pour les colons venus s'installer en Algérie, mais très peu permettent d'accueillir effectivement aussi les populations qui ont été conquises. Pour justifier ces conquêtes et justifier l'existence de ces sociétés coloniales inégalitaires, on va voir aussi apparaître de nouvelles théories. Depuis le début de l'année, à plusieurs reprises, je vous ai expliqué que même si certaines situations seraient aujourd'hui appelées du racisme, le mot n'existait pas encore. Eh bien, le mot de racisme vient justement de cette période de la deuxième colonisation, celle du XIXe siècle. En effet, certains scientifiques vont tenter d'expliquer qu'il existerait des différences biologiques telles entre les êtres humains sur Terre qu'ils justifieraient que tous ne soient pas traités de la même manière. Il s'agit donc bien de faire du racisme, puisque ils vont fixer un certain nombre de critères à partir desquels ils prétendent pouvoir définir la race des êtres humains. Dans les derniers exercices du chapitre, nous allons donc parler d'un personnage extrêmement important pour l'histoire scientifique du XIXe siècle, mais aussi de l'utilisation qui a été faite de ses travaux. Il s'agit de Darwin. Darwin est un Anglais qui va voyager en tant que biologiste, qui va faire un certain nombre de découvertes sur les plantes et les animaux qui peuplent des contrées très lointaines, et qui va essayer de décrire la manière dont les espèces peuvent apparaître ou évoluer au fil du temps. La théorie de l'évolution de Darwin, la théorie de l'origine des espèces, va à son époque avoir un énorme retentissement. C'est la première fois qu'on essaye d'expliquer l'existence d'une telle diversité dans la nature sans faire appel à la création par Dieu. Et pour cela, son œuvre va choquer énormément, notamment des gens très croyants et qui refusent que l'on puisse comparer les hommes, les êtres humains et les animaux. Pour autant, la théorie de Darwin est aujourd'hui démontrée et appuyée en plus sur des découvertes qui n'existaient pas à l'époque autour des gènes dont vous parlerez en SVT. Suite aux théories de Darwin, un certain nombre d'autres personnes vont tenter d'expliquer que si les espèces animales ont évolué, l'homme aussi a évolué, et cela justifie que l'homme le plus évolué, et bien sûr pour eux il s'agit des hommes blancs, ait des droits supérieurs aux hommes moins évolués, et pour eux il s'agit des autres habitants de la Terre. Pour cela, ils vont tenter par exemple de mesurer la forme et la taille du crâne de différents individus. En fait, une grande partie de ces travaux est tout simplement truquée, pour prouver que l'homme blanc serait effectivement plus intelligent, plus social que les autres, et aurait pour devoir de leur apporter la civilisation.